À la fête de départ en retraite de mon père, il a annoncé, à partir de maintenant, 30% de votre salaire servira à soutenir le foyer. C'est juste équitable. Ma belle-mère a applaudi. Ma sœur a souri. J'ai ri, pensant que c'était une blague jusqu'à ce qu'il me tende un contrat. Je l'ai déchiré en deux et je suis parti. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 46 appels manqués. Salut, Reddit. J'utilise un compte anonyme parce que ma sœur suit mon compte principal. Toute cette histoire a explosé, et j'ai besoin de quelques éclaircissements car ma famille agit comme si j'avais mis le feu à la maison. Pour le contexte, j'ai 28 ans, je travaille à temps plein dans un emploi stable dans la technologie, je vis dans mon propre appartement et je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 22 ans. Mon père, 58 ans, a récemment pris une retraite anticipée d'un poste gouvernemental, avec une pension décente et des économies modestes. Il s'est remarié il y a 6 ans avec ma belle-mère, 52 ans, qui ne m'a jamais beaucoup aimé mais se montre gentille en public. J'ai aussi une demi-sœur, Rachel, 21 ans, qui vit encore à la maison et est actuellement en train de se chercher, ce qui, d'après ce que je peux voir, signifie abandonner 2 cursus universitaires et poster de courtes vidéos de yoga sur Instagram. Il y a 2 semaines, mon père a organisé une fête de départ en retraite dans une salle de banquet à traiteur, animateur musical, discours, la totale. J'y suis allé, bien sûr. J'étais heureuse pour lui. Il a travaillé dur toute sa vie, et je pensais que c'était juste une célébration de cela. Mais ensuite est venue l'annonce. Après le dîner, il a pris le micro et a commencé à remercier les gens. Puis il a dit, et je cite, « Maintenant que je suis à la retraite, il est juste que ceux que j'ai élevés aident à porter le fardeau. À partir de ce mois-ci, chacun de mes enfants adultes contribuera à hauteur de 30% de ses revenus pour soutenir le foyer. C'est un effort d'équipe. La famille, c'est une question d'équilibre. » La salle a applaudi. Sans blague. Ma belle-mère rayonnait comme si c'était un toast de mariage. Et Rachel m'a fait ce petit signe de tête suffisant du genre, « Tu l'as entendu. » J'ai ri et j'ai littéralement ri. Je pensais que c'était une blague, comme l'une de ces blagues bizarres de père. Puis il a sorti 2 enveloppes de sa veste, une pour moi, une pour mon frère aîné, Eric, 31 ans, qui vit dans un autre état. À l'intérieur de la mienne se trouvait un contrat imprimé avec mon nom, un décompte de ma prétendue obligation mensuelle et les coordonnées bancaires pour transférer les fonds. Je suis resté assise là, abasourdi. Je crois que j'ai dit, « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Il ne plaisantait pas. Il a même dit, « C'est à ton tour maintenant. Je t'ai tout donné, nourriture, éducation, soutien. C'est un juste retour des choses. » J'ai regardé ma belle-mère. Elle sirotait son vin comme si elle était aux Oscars. Ma sœur souriait comme si elle avait attendu ce moment. Alors, je me suis levé calmement, j'ai déchiré le contrat en 2, je l'ai posé sur la table et je suis parti. Pas de scène, pas de cris, c'était juste terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 46 appels manqués. Mon père, ma belle-mère et Rachel m'ont harcelé de messages comme si j'avais braqué une banque. Eric avait déjà appelé et envoyé des textos, furieux, disant qu'il avait reçu la même enveloppe par courrier et qu'il s'en occupait à sa manière. Depuis, ils sont passés à une véritable guerre psychologique, tentative de culpabilisation, discussion de groupe familial, me traitant d'égoïste. Ma belle-mère m'envoyant des textos, « Tu regretteras ça quand il ne sera plus là. » Et Rachel postant des citations passives-agressives comme « La famille, c'est le sacrifice, pas l'égoïsme. » Je n'ai pas encore répondu, mais je me demande sérieusement si j'ai bien géré la situation. Je sais que les parents font des sacrifices. Je sais que la culture joue un rôle. Nous sommes sud-asiatiques et oui, il y a des attentes, mais 30%? Une décision unilatérale, lors d'une fête? Reddit, ai-je tort d'être parti et d'avoir refusé de payer? Petit rappel avant de continuer, si vous suivez cette histoire, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner. L'algorithme nous mène la vie dure ces derniers temps, et votre interaction nous aide vraiment plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, voici ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette fête avec un contrat déchiré à la main. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que je remettais en question ce que j'avais fait, mais parce que je n'arrêtais pas de repenser à quel point tout cela semblait calculé. Pas seulement l'annonce, mais tout ce qui l'a précédé, les discours, les sourires, la satisfaction suffisante sur le visage de Rachel. Ce n'était pas une décision spontanée.
C'était un coup monté. J'ai passé la matinée à éviter les appels, à éteindre mon téléphone et à faire les 100 pas dans mon appartement comme si j'attendais qu'une catastrophe se produise. Vers 11 heures, Eric a finalement appelé la seule personne que je voulais entendre. Il était furieux. Ils l'ont envoyé en recommandé comme si c'était une satanée offre de travail. Même des comptes de 30%, même coordonnées bancaires, même signé par papa et son ami avocat, celui qui s'occupe des clôtures immobilières. Eric est analyste de données à Seattle. Marié, 2 enfants, un prêt immobilier. Il n'y a aucun univers où 30% de son revenu est raisonnable. Mais ce n'était même pas sa principale préoccupation. Il ne s'agissait pas d'aide, a-t-il dit. Il s'agissait de contrôle. Rachel vit sans payer de loyer. Ma belle-mère ne travaille pas depuis des années. Il remplace son salaire par les nôtres. Il n'avait pas tort. Laissez-moi vous donner plus de contexte. Mon père n'a jamais été un mauvais père, mais il était strict, transactionnel. Tout était comptabilisé. Il a payé mes études universitaires, mais n'a jamais manqué une occasion de me rappeler que je lui en devais une. Si je prenais des vacances, il plaisantait, « J'espère que tu gardes quelque chose pour tes parents. » Chaque fois que j'obtenais une promotion, il demandait, « Alors, quand vas-tu commencer à rendre l'appareil ?» À l'époque, je pensais que c'était juste la culture, la dette tacite que nous portons pour avoir été élevés. Mais maintenant, il est clair que c'était une préparation. Plus tard dans l'après-midi, j'ai eu une visite. Pas un appel, une visite. Ils se sont présentés à mon appartement, papa et Rachel. Ma belle-mère est restée dans la voiture. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Rachel est entrée comme si elle était chez elle. Ne s'est pas assise, ne m'a pas salué. Papa est passé directement à son discours. Ce n'est pas une punition. C'est de l'équité. Toi et Eric en avez profité. Il est temps de rendre l'appareil. Ta belle-mère a fait tourner cette maison. Rachel a besoin de soutien pendant qu'elle trouve sa voie. Tu n'es plus une enfant. J'ai dit, exactement. Je ne suis pas une enfant. Alors pourquoi essayez-vous de dicter comment je dépense mon salaire? Il est devenu sévère. A commencé à lancer des mots comme devoir filial, héritage et honte. Rachel est intervenue, et c'est ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds. Tu agis comme si tu étais si indépendante, mais c'est papa qui a financé ta vie. Tu penses que ton appartement, ta carrière, tout ça est arrivé tout seul? Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit après ça. C'est un flou. Mais je me souviens d'avoir dit ceci, aussi clairement que possible, tu veux un salaire? Trouve un travail. Je ne vais pas remplacer le chèque de paie de papa pour que tu puisses faire des méditations sur Instagram en appelant ça du développement personnel. Et je ne paierai pas tes factures, les ongles de belle-maman, ou quel que soit le style de vie que vous avez décidé qu'on vous devait. Puis je me suis tourné vers papa et j'ai ajouté, je n'ai pas demandé à naître. Vous avez choisi de m'avoir. C'était votre responsabilité. Maintenant, je vis ma vie, je ne finance pas la vôtre. J'ai ouvert la porte et leur ai demandé de partir. Rachel m'a traité d'ingrate. Mon père a dit que j'avais ruiné la famille. Je n'ai pas eu de nouvelles directes d'eux depuis, mais Eric m'a dit hier soir que papa menace de passer par la voie légale. Il a dit que le contrat était juridiquement solide et qu'il était tout à fait dans son droit. Apparemment, le cousin de ma belle-mère est avocat et pense qu'ils peuvent demander une restitution pour soutien parental à vie. C'est quoi ça, même? Est-ce que ça existe vraiment? Et le pire, c'est que quelques-uns de nos parents éloignés sont d'accord avec lui, disant que c'est la tradition que les enfants qui réussissent soutiennent leurs aînés. Mais je ne pense plus qu'il s'agisse de culture. Je pense que c'est une extorsion déguisée en affaire de famille. 2 jours après la confrontation, j'ai reçu une épaisse enveloppe de l'adresse de mon père. À l'intérieur, une photocopie du contrat de soutien que j'avais déchiré à la fête, une lettre imprimée prétendument d'un avocat, et un tableur détaillant les dépenses estimées investies dans mon éducation des couches au tutorat au lycée, jusqu'à la consommation d'électricité du foyer pendant les vacances universitaires. Montant total, 214 338,17 $. Honnêtement, ça aurait été drôle si ce n'était pas si absurde. La lettre disait que j'avais 14 jours pour commencer à effectuer le paiement ou un pourcentage équivalent de mon revenu mensuel avant qu'il n'envisage le tribunal des petites créances ou une action civile pour rupture d'obligation familiale. Je ne savais pas s'il fallait rire ou crier. J'ai appelé Eric. Il avait reçu la même lettre,
mais contrairement à moi, Eric avait déjà parlé à un vrai avocat. Il a tout lu, m'a laissé me défouler, puis a dit, c'est de l'intimidation pure et simple. Les parents ne peuvent pas facturer rétroactivement leurs enfants pour les avoir élevés. Il n'y a aucune base légale. Il mise sur la culpabilité et la pression. L'avocat d'Eric a même dit que le contrat ne tiendrait pas devant un tribunal. Il n'a pas été signé par les deux parties, n'a pas été notarié, plus important encore, n'était pas exécutoire. On ne peut pas poursuivre son enfant adulte pour qu'il soutienne financièrement son style de vie. Pas aux États-Unis, en tout cas. Mais cela n'a pas arrêté le harcèlement. Chaque matin, je me réveillais avec des messages de numéros inconnus. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à envoyer des notes vocales. Mon oncle d'Inde a même ajouté son grain de sel avec un message dramatique sur l'égoïsme occidental corrompant les liens familiaux. Mon père en avait fait une campagne. J'ai bloqué la moitié de la famille et désactivé les confirmations de lecture. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine, mais je ne pouvais pas faire taire la culpabilité car, malgré l'injustice de la situation, je ressentais quelque chose, la honte, la colère, le deuil. Je suis resté sans contact pendant une semaine. Pendant ce temps, j'ai réfléchi à chaque faveur que mon père m'avait jamais faite, à chaque condition qui l'accompagnait, à chaque étiquette de prix qu'il semblait attaché à l'amour. Et ça m'a frappé. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que je disais non. Et pour mon père, non est une trahison. Tout a atteint un point critique la fin de semaine dernière. Ma belle-mère m'a envoyé un message privé. Court, froid, nous t'avons donné jusqu'à dimanche. Après ça, tu le regretteras. Et cette nuit-là, la sonnette de mon appartement a retenti à 23h07. Je n'ai pas répondu, mais en vérifiant l'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone, ils étaient là, papa, Rachel, et un homme en chemise avec une mallette dans le hall. Pas de rendez-vous, pas de préavis. Je ne les ai pas laissés entrer. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'interphone de l'application et j'ai dit, si vous essayez d'entrer de force, j'appelle la police. C'est du harcèlement. Partez. Rachel a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Papa est resté là, silencieux, puis s'est retourné et est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis, mais je sais que ce n'est pas fini. Et je sais maintenant que cela n'a jamais été une question de famille. C'était une question de pouvoir. Alors, j'ai décidé de reprendre le contrôle. J'ai passé les 3 jours suivants en silence. Pas le genre de silence anxieux, sur le qui-vive, mais celui qui vient après une tempête, quand l'air est plus clair mais que les dégâts sont toujours là. Mon téléphone vibrait encore de temps en temps, mais les appels s'étaient raréfiés. Les messages étaient passés des menaces à une nostalgie teintée de culpabilité, nous t'avons mieux élevé. Ce n'est pas ainsi qu'une fille se comporte. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Mais je n'étais plus la même personne. La femme qui était entrée à la fête de retraite de son père fière, polie, peut-être un peu naïve, avait été remplacée par quelqu'un qui voyait enfin tout cela pour ce que c'était, un recouvrement de dette émotionnelle. Ils ne me demandaient pas de l'aide. Ils exigeaient l'obéissance en échange de l'enfance. Et je n'allais pas payer. J'ai donc suivi le conseil d'Eric et j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, quelqu'un de complètement extérieur à notre communauté, notre culture et notre drame. J'ai tout exposé, le faux contrat, les menaces, les visites inopinées, la diffamation potentielle auprès de la famille élargie et des proches. Elle a confirmé tout ce que l'avocat d'Eric avait dit. Le contrat n'était pas contraignant. Les menaces légales étaient sans fondement. Se présenter chez moi avec un étranger en pleine nuit, cela frisait le harcèlement. Elle a demandé, voulez-vous leur envoyer une mise en demeure? J'ai hésité. Je savais que ce serait le coup de grâce, mais je me suis demandé, qu'est-ce que je protège? Une famille qui voit ma réussite comme un poste de dépense? Un père qui mesure l'amour en virement direct? Une sœur qui applaudit à l'idée que je finance son style de vie tout en se moquant du travail même que je fournis pour le gagner? Non. J'en avais fini de protéger leurs sentiments pendant qu'ils piétinaient les miens. Alors, oui, j'ai signé les papiers. La lettre était ferme, professionnelle et d'une clarté dévastatrice, toute nouvelle tentative de contraindre, menacer ou manipuler ma cliente en vue d'accords ou d'obligations financières sera documentée et poursuivie comme du harcèlement. Cela inclut les membres de la famille, les parents éloignés ou des tiers. Ne la contactez plus. Je l'ai envoyée, en recommandé avec suivi. Le soir même, j'ai fait une dernière chose,
non par mesquinerie, but pour clore le chapitre. J'ai tapé ma propre lettre, une adressée directement à mon père, pas pour un tribunal, pas pour que quelqu'un d'autre la voie, juste la vérité. Cher papa. Je sais que tu penses que j'ai trahi la famille, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je n'ai jamais quitté la famille. Tu m'as exclu en y mettant un prix. Tu m'as élevé avec une calculatrice à la main. Chaque faveur était assortie d'une note de bas de page. Chaque réussite de ma part était la tienne par extension, mais chaque limite que j'essayais de fixer était une insulte. Tu voulais de l'obéissance déguisée en gratitude. Tu voulais du sacrifice déguisé en amour. Tu voulais le contrôle. Eh bien, voici mon dernier acte de rébellion, je suis libre. Je ne te dois pas 30% de mon salaire. Je ne te dois rien pour la nourriture que tu as choisi de mettre sur la table. Je ne te dois rien pour le toit que tu as fourni tout en me rappelant que c'était un fardeau. J'ai le droit de dire non. Et si cela me coûte une place dans ta version de la famille, alors je construirai la mienne, une qui ne sera pas maintenue par des contrats et de la culpabilité. Adieu. Moi. Je n'ai jamais envoyé cette lettre. Je l'ai gardée. Non par peur, mais parce que certaines choses ne sont pas destinées à être comprises par des gens qui refusent d'écouter. Une semaine plus tard, j'ai appris par Eric que papa avait laissé tomber la comédie. Plus de menaces légales. Plus de drame dans le groupe de discussion familiale. Il raconte une autre version de l'histoire maintenant. Nous n'avons jamais voulu dire ça comme ça. C'était un malentendu. Elle a réagi de manière excessive. C'est bien. Qu'ils racontent leur version. J'ai trouvé ma paix dans la mienne. Je parle encore à Eric chaque semaine. Il prévoit de me rendre visite, et nous plaisantons maintenant sur le lancement d'une émission audio intitulée Élevé par les grands livres. Mais surtout, je me concentre sur la guérison, sur le choix des personnes qui ont accès à moi. Je construis des frontières là où il y avait des chaînes. Je construis la paix là où il y avait de la pression. Et surtout, je construis une vie qui n'est pas accompagnée d'une facture.